Salut, je crois que j'ai mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Depuis 1 an, je fais des projets seul, que ce soit des projets créatifs ou des projets entrepreneuriaux, le principe est le même. Il y a un moment où il faut se lancer. Et c'est ce que j'ai fait avec le 2e chapitre de cette chaîne YouTube début 2024. Je me suis relancé. Dans cette première vidéo, je disais qu'il fallait juste que je me lance et que la qualité commencerait à s'améliorer au fur et à mesure des vidéos que je ferais. Ça s'appelle le processus itératif. Et effectivement, ça n'a pas manqué. Plus j'ai fait de vidéos, plus j'ai envie d'en faire des mieux et plus ça s'améliore. Et là, on commence à avoir quelque chose d'à peu près potable. Et comme au début, c'était pas forcément le truc le plus simple pour moi de m'y remettre parce que j'avais plus l'habitude, j'ai décidé de supprimer des étapes. J'ai commencé par supprimer l'ambition, l'exigence. Alors c'est un peu dur, surtout quand on a déjà fait des belles choses sur YouTube, on a envie de faire mieux. Mais c'est ce qui m'a un peu bloqué pendant 3 ans. Alors j'ai décidé d'accepter, de faire quelque chose de pas ouf. Puis j'ai aussi simplifié tous mes processus créatifs, que ce soit ce que vous voyez à la caméra. J'ai pas vraiment de beau décor. Alors aujourd'hui justement, j'ai mis des beaux éclairages parce qu'il n'y a pas une belle lumière naturelle. Mais bon, ça reste pas incroyable. J'ai aussi simplifié les processus que vous voyez pas. Donc au montage, quand je fais du montage, j'ai cherché des techniques qui, par intelligence artificielle, auto-cut mes vidéos pour que j'ai pas le dérushage à faire. Je me suis aussi créé des presets qui me permettent d'améliorer mon son, de faire une qualité potable avec le minimum d'effort. Pourquoi j'ai pris le temps de faire ça? Parce que je savais que si je prenais le temps de le faire une fois, je n'aurais plus à le faire toutes les autres fois. Et donc je pourrais allouer plus de volonté et d'énergie à des choses plus intéressantes pour la vidéo. C'est un mélange d'organisation, d'optimisation et de lâcher prise qui m'a permis enfin de réussir à refaire des vidéos après 3 ans d'arrêt. Dans mon parcours entrepreneurial, en parallèle de tout ça, j'ai aussi compris la différence entre discipline, motivation et passion. La motivation, c'est ce qui est généré par une lubie, par un moment précis, on a envie de déplacer des montagnes, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, on fait des choses, on se met en mouvement. Et la discipline, elle nous permet de faire des choses parce qu'on sait qu'on doit les faire, parce que c'est bien pour nous, même si on n'en a pas envie. Ça, jusque-là, la plupart d'entre nous, on le sait. Et la passion, c'est ce qui permet de garder la motivation sur le long terme, parce qu'il y a du plaisir. Et la discipline, elle nous permet d'agir pour notre passion, parce que même quand on est passionné, il y a des jours où on n'a pas envie. Donc finalement, la motivation, elle est éphémère, moi je la matérialise pas vraiment. Et de ça, j'ai décidé d'optimiser une métrique, c'est la passion. C'est ce qui, toute ma vie, quand j'ai fait des grandes choses, était l'essence même de la raison pour laquelle ça avait réussi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai déjà fait des centaines de vidéos sur cette chaîne YouTube et qu'il y en a qui ont bien marché. Et pour pas détruire cette passion, j'ai aussi compris qu'il fallait pas que je me mette de pression externe, comme le besoin d'en faire de l'argent. Je le fais parce que j'en ai envie, sans objectif, avec potentiellement la pensée que ça puisse aller plus loin et on verra ensuite comment on peut améliorer la chose. Sauf que tout ce que je vous dis là, depuis le début, c'est moi. C'est ce qui vient de moi. Et ensuite, il y a les processus avec lesquels je me confronte qui me permettent d'exercer ce qu'il y a au fond de moi. Et ça, c'est 2 éléments qui se rencontrent face à face et qui créent ce qu'on appelle une friction. Et donc, qu'est-ce que c'est la friction? En fait, je me suis rendu compte que c'était des sujets qui m'intéressaient déjà depuis longtemps, mais que j'avais pas forcément mis des mots dessus. La friction, c'est ce qui influence notre capacité à réaliser quelque chose dans un moment donné. Plus la friction est importante, moins il y a de chances qu'on arrive à faire quelque chose, ou en tout cas, plus ça va nous demander d'énergie, qu'il soit sous forme de motivation ou de discipline. En sachant qu'on a tous la même quantité de volonté, plus ou moins. Qu'on a tous la même quantité de temps dans une journée. Ça, on peut pas le bouger, on peut pas l'optimiser. Par contre, on peut peut-être optimiser la quantité de friction dégagée par nos processus. Des fois, il suffit d'un tout petit rien pour que quelqu'un ne fasse pas quelque chose. Par exemple, récemment, on a pu l'analyser très concrètement en France. Dans notre pays, on a le droit de dire si on veut être donneur d'organes après notre mort ou pas. Et avant, la loi était que par défaut, on n'est pas donneur d'organes et il faut faire une lettre
pour dire qu'on veut donner potentiellement nos organes après notre décès. Et donc ça posait des problèmes au niveau de la santé de personnes qui pouvaient potentiellement être sauvées. Alors l'État a décidé de faire l'inverse, de décider que par défaut tout le monde était donneur d'organes et que si tu voulais ne pas l'être, il fallait envoyer une lettre avec une petite case à cocher dans un courrier spécifique pour dire que tu ne voulais pas être sur la liste. Et rien que faire ce petit courrier, très peu de monde l'a fait. Donc en fait, les balances se sont complètement inversées et tout le monde est plus ou moins devenu donneur d'organes par défaut. Soit parce qu'il y en a qui s'étaient jamais vraiment posé la question et dès qu'on leur demande de se poser la question, ils n'ont pas envie d'y réfléchir parce que ça demande de la charge mentale, parce que c'est chiant de réfléchir à ce genre de choix de quand on va mourir et tout. Donc il y en a qui préfèrent esquiver la question, donc par défaut ils sont donneurs d'organes mais en fait ils s'en foutent. Il y en a qui sont contre mais pas assez motivés pour aller jusqu'à envoyer une lettre. Et puis finalement ceux qui ne veulent vraiment pas donner leurs organes le peuvent. Avec cet exemple, on se rend compte qu'on peut volontairement influencer le comportement de gens à travers les processus en rajoutant ou en diminuant volontairement de la friction. Et vous imaginez bien que si on peut le faire avec une masse de gens comme la population française en étant l'État, on peut aussi le faire en étant une entreprise qui fabrique un produit digital avec sa clientèle. Par exemple, vous savez quand vous vous abonnez à un SaaS, un Software as a Service, et que votre abonnement tourne et que tous les mois vous repayez alors que vous en servez pas et que des fois vous avez envie de vous désabonner, vous le faites vite fait, vous trouvez pas où c'est, vous abandonnez, vous êtes distrait par autre chose. Si vous n'avez pas trouvé tout de suite, c'est pas par hasard. C'est vraiment que l'entreprise voulait pas que vous trouviez comment vous désabonner parce que c'est pas dans leur intérêt, ils veulent votre argent. Et ça c'est un exemple pas super sympa, c'est pas super éthique. Donc là vous commencez à comprendre un peu comment fonctionne la friction et le pouvoir que ça a. Et tout grand pouvoir nécessite grande responsabilité et bonnes intentions. Parce que ce que je vous ai présenté là, c'est rajouter de la friction dans une mauvaise intention, pas super cool pour le client. Mais par exemple, quand votre banque rajoute de la friction lorsque vous voulez payer un truc frauduleux un peu bizarre, pour vous empêcher de pas réfléchir et payer sans faire exprès un arnaqueur, voilà, c'est plutôt cool, vous êtes content. Et puis il y a des systèmes où il faudrait réduire la friction, mais c'est pas fait. Comme par exemple tout ce qui est administratif. Il y a énormément de friction dans tous les sens. Pourquoi? Pourquoi ça n'a jamais été optimiser, tout simplement parce que c'est obligatoire et que l'État, qu'ils optimisent ce processus-là ou pas, dans tous les cas, tout le monde doit le faire et donc le résultat pour eux sera le même, donc ils n'ont aucun intérêt à optimiser ces processus, hormis faire plaisir à tout le monde. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des entreprises privées qui optimisent bien mieux leurs services que l'État, parce que eux, ils ont intérêt à ce que tu restes chez eux parce que tu leur donnes de l'argent. L'État, bon, bah t'habites là, donc dans tous les cas, t'as pas le choix, c'est la loi. Tu pourrais encore déménager, mais c'est bien plus compliqué et il y a bien plus de friction à déménager qu'à changer d'opérateur, par exemple. Tout ça pour vous amener vers un dernier point qu'on va traiter maintenant, tout ce qui est de l'ordre des processus quotidiens, et on va prendre l'exemple des processus créatifs. Tenez, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai acheté en 2020 ce Lumix GH5 avec lequel je me filme actuellement, j'étais super heureux, je l'ai eu d'occasion pour pas trop cher alors que c'est vraiment une bonne caméra. En 2020, ça faisait seulement 2 ans qu'elle était sortie. À ce moment-là, toute ma vie tournait autour de YouTube. En tout cas, tout était motivé par l'idée d'en faire une vidéo. C'est ce qui me mettait en mouvement dans la vie de tous les jours. Et presque quand j'avais envie de faire quelque chose, je faisais volontairement le choix de le lier à une potentielle vidéo YouTube pour me créer de la discipline, de la passion et encore plus d'énergie et de volonté pour aller plus loin et réussir ce que j'avais prévu de faire. Donc même quand je partais en voyage, je pouvais pas m'empêcher de réfléchir comment j'allais en faire une vidéo YouTube, un vlog, quelque chose d'intéressant. Donc je me souviens, même quand je suis parti à Barcelone, j'ai pris cette caméra avec moi, même pour 3 jours, et j'ai filmé plein de trucs, j'ai fait des belles photos, des belles vidéos. Et au final, j'ai pas vraiment fait une vidéo YouTube, j'ai fait un Reels, ok? J'ai fait un beau Reels. Puis l'année d'après, je suis parti à Londres, et j'ai pris aussi cette caméra. Je suis parti par contre, pas 2 jours, mais 2 mois. Et je me disais, bah je vais faire des vidéos, je vais faire des vlogs, je vais faire des trucs. Sauf qu'une fois que j'étais là-bas, bon, je prenais la caméra que quand j'avais un truc précis à faire. Et des fois, je regrettais un petit peu de pas l'avoir parce que j'aurais pu filmer quelque chose d'intéressant, prendre des photos. Là, il y avait quelque chose de joli que je connaissais pas, que j'avais pas vu. La ville est tellement grande, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et je l'avais pas, bon, dommage, ok. Et puis plus le temps passe, plus cette caméra, je l'utilise pour des shootings professionnels, pour des tournages professionnels. Alors quand je pars en vacances, j'ai pas forcément envie de prendre mon matériel de travail avec moi.
À Amsterdam, j'ai eu envie de créer une vidéo qui me faisait plaisir, mais du coup, j'avais pas ma caméra parce que je l'avais pas prise. Donc, je l'ai faite avec mon téléphone et après, j'étais déçu du résultat parce que la qualité me satisfaisait pas. Donc, j'ai créé de la frustration. La frustration parce que le matériel est un peu encombrant, donc je le prends pas parce qu'après, je suis encombré. Et si je le prends, en fait, je transforme le moment en quelque chose de spécifique pour prendre des photos ou de la vidéo. Presque c'est tellement un moment spécifique qu'il faut le prévoir en amont. Et en fait, je vis plus le moment. Je filme pour filmer, je filme pas un moment. Et quand j'ai que mon téléphone, oui, je peux prendre en photo le moment, avoir des souvenirs, mais par contre, je peux pas en faire grand chose parce que la qualité est pas ouf. Hormis pour en faire des reels, peut-être ça passe encore, mais les reels m'intéressent pas beaucoup. Bon, il pleut, tant de merde, j'ai sorti le kawaii. Et j'ai sorti aussi l'énorme sac qui prend toute la place là. Tu vois le bordel, il passe même pas dans le champ de la caméra. Tout ça pourquoi? Pour prendre le GH5. Alors que la caméra qu'on va chercher, je pense que juste dans ma poche, elle serait passée. En fait, j'ai compris que je suis passé de vivre pour filmer à filmer ce que je vis. J'ai décidé de m'acheter une nouvelle caméra, plus petite, plus légère, plus compacte, qui peut rentrer dans ma poche et comme ça, je peux l'avoir dans ma poche tous les jours. Et peut-être il y aura des jours où j'en aurai pas besoin, mais les moments où j'aurai potentiellement quelque chose d'intéressant à documenter, je l'aurai et je pourrai le faire de bonne qualité. C'est bon, il s'est enfin arrêté de pleuvoir et je viens de récupérer la caméra.